Albin de la Simone à 8h41. Georges Goma est avec nous ce matin, notre sociologue engagé, comme j'aime bien le dire, très impliqué et qui nous parle à chaque semaine de la chronique, enfin, qui nous parle de l'Afrique noire dans le cadre de sa chronique. Et depuis la semaine dernière, on s'est attardé, on va essayer de mettre en lumière le phénomène Boko Haram. Georges, bonjour. Bonjour, Caroline. On apprenait cette semaine, Georges, que Boko Haram, officiellement, finalement, allait s'affilier à l'État islamique. Oui, absolument. Des grandes déclarations là, qui donnent des frissons dans le dos encore plus peut-être. Je ne sais pas ce que ça implique concrètement sur le terrain parce que déjà Boko Haram ils sont atroces là, ils font des énormités, des choses monstrueuses. Déjà, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, mais en tout cas. C'est cela, ce ralliement qui devient officiel. Oui. Nous l'avons mentionné la dernière fois que ces mouvements islamistes, au départ, ils avaient lorgné vers les talibans, qui faisaient aussi des choses extraordinaires par rapport au terrorisme, parce que même la chronique d'aujourd'hui, on essaie de dénoyauter un peu cette dimension terroriste dans ces mouvements religieux. Et après, on a dit, ils se sont rattachés à Al-Qaïda. Et Al-Qaïda aussi a eu un peu l'avenir qu'il a eu, notamment avec la décapitation de son chef en la personne d'Oussama Ben Laden. Et donc, son influence aussi a diminué un peu sur la scène internationale. Ce n'est pas qu'ils ont disparu. Ils sont là, mais il y a toujours une tête d'affiche. Et quand la tête d'affiche est supprimée, il est en flottement. Il y a un flottement d'ici qu'on trouve une autre figure. Et l'autre figure, généralement, pour prendre que la mayonnaise prenne, c'est toujours pas facile. Ouais. Mais maintenant, on a parlé aussi de l'État islamiste qui est d'actualité aujourd'hui et que Boko Haram le déclare officiellement n'est que normal en fait. C'est la suite des choses pour eux. C'est la suite des choses pour eux. Alors, un petit rappel, ce qu'on a dit la dernière fois, dans notre chronique de la dernière fois, on avait essayé de comprendre un peu, est-ce qu'il y a des fondements idéologiques à la démarche de Boko Haram, comme les autres mouvements, et on a vu qu'il y avait évidemment un fondement idéologique. C'était un peu le retour à cet islam de la rigueur, cet islam des premiers jours, cet islam du prophète Mahomet, très 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 rigide, qui en fait s'oppose maintenant au modernisme que nous vivons aujourd'hui, un peu la corruption des valeurs d'après eux bien sûr. Et donc voilà ce retour vers ce que nous avons appelé le salafisme. Tu te rappelles très bien du salafisme et basé sur les salafistes sont des sunnistes, le sunnisme basé sur la sunna, c'est-à-dire ce deuxième livre inspiré de la vie du prophète, des paroles du prophète, des gestes faits et gestes du prophète sur lesquels il se base. Voilà un peu sur le fondement idéologique. C'est cela. Mais on comprend quand même avec du recul. Mais comment, dans un monde moderne, peut-on s'accrocher à ce qui est très 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 ancien? C'est ça le problème qui est là. Comment s'accrocher à un islamiste ancien qui est dépassé aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les évolutions extraordinaires que nous avons connues aujourd'hui, qui ont transformé notre façon de vivre, nos structures sociales, comment l'esprit peut être très en arrière et le corps présent. Oui, puis moi, je surfe un peu sur cette idée-là. Non seulement c'est un islamisme passé, ancien, mais j'ai pas lu ces textes-là anciens, mais certainement qu'on prenait pas autant de violence, là. De violence. À lire les textes, je suis persuadée qu'on prenait pas cette violence-là de toute manière. Caroline, l'histoire de la violence, c'est l'histoire du pot de fer contre le pot de terre. Ah oui. Mais c'est ça le problème. Le terrorisme, c'est l'arme des faibles. Quand on voit sur l'échiquier international, vous savez, là on avait parlé la fois passée, essayons de voir un peu le problème de façon rationnelle, pas émotionnellement. Oui, c'est vrai. Pas émotionnellement, c'est-à-dire rationnellement, c'est de dire que sur la scène internationale, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui ont des valeurs différentes. Il y a des acteurs qui s'affrontent. Et ils s'affrontent avec des moyens qui sont pas égalitaires. Prenez la puissance de feu américaine. Prenons la puissance de feu des puissances occidentales. Et l'absence de puissance de feu de certains États. Et on n'est pas d'accord sur la vision du monde.
Et ben on y va là. Parce que le Boko Haram, de la même chose que les autres, quand on se ressent sur Boko Haram. Mais bien sûr, à ces fondements idéologiques qu'on vient de mentionner. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier quand même qu'on est au Nigeria et le Nigeria a une tradition très ancienne des conflits entre les tribus, entre les clans, entre les groupes. C'est très ancien. Il y a des mouvements, par exemple, qui ont le mouvement Metsarine de 1980 à Kano, qui a fait presque la même chose que Boko Haram a fait aujourd'hui. Donc il y a eu des accrochages très forts. Et n'oublions pas que le Nigeria, c'est un État à majorité musulman. Oui. Il est un État majoritairement musulman. Ce qui veut dire que dans la géostratégie et la géopolitique, Jonathan Goodluck, l'actuel président, est un allié des États-Unis. Donc, disons, un allié de l'Occident. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Un allié de l'Occident. Ce qui fait pas l'affaire de la majorité, n'est-ce pas, des musulmans. Ben, je ne veux pas parler du choc des civilisations. Non, on va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais que cela soit dit aujourd'hui, qu'il y a une conflictualité qui est là. Il y a une conflictualité contre les églises, en fait, comment on l'appelle, les religions aussi se sont toujours affrontées dans l'histoire. C'est pas nouveau ça, et ça continue là. Mais ce qui met en lumière, ou en tout cas si on retourne à la racine du mal, ce qu'on pourrait comprendre aussi, c'est que cette majorité de personnes-là, musulmanes, vivent dans une pauvreté extrême. Voilà. Alors ça, si on retourne à cette racine-là, ça explique peut-être cette violence. Mais il y a tout ça, ça explique toute cette violence-là, ça explique toute cette violence. Il faut pas oublier que dans ces régions, il y a la pauvreté. Et la pauvreté aussi en Afrique, c'est un peu, si nous avons créé cette chronique-là, quand même, c'est pour dénoncer un certain État africain. Quand je dis État africain, c'est pas globalement, mais chaque pays en tant que tel, où les dictatures sont installées. J'ai pas arrêté de parler de mon pays, le Congo-Brazzaville a 4 millions d'habitants, mais avec un État dictatorial incroyable, 4e producteur de pétrole, mais qui est plus pauvre. Les gens sont très pauvres. Donc il y a des États qui sont installés au pouvoir. Et quand ces États sont installés au pouvoir, ils ne voient que leurs intérêts à eux. Et aussi, voyant leurs intérêts, ils voient aussi les intérêts de leurs amis en Occident. Vous voyez? Donc, de ces trois acteurs, ceux au pouvoir, l'Occident qui recherche, évidemment, avec la complexification de leur société, avec le désir des matières premières, avec tout cela, sans lesquels on ne peut pas fonctionner en Occident. Vous voyez la place que le pétrole a pris aujourd'hui. Peut-on vivre sans le pétrole, avec toutes ces dérivés du pétrole? Mais si ça nous manque un jour, mais ça va exploser. Donc, vous voyez un peu, ça c'est la compréhension de la chose. C'est rentrer, dégager un peu l'aspect purement émotionnel pour rentrer dans les enjeux intrinsèques, profonds des choses que nous ne voyons pas tous les jours quand même. Donc, il y a les États qui sont au pouvoir et parfois qu'on entretient au pouvoir et la grande majorité de la population qui reste dans la pauvreté. Et quand ils sont trop dans la pauvreté, regardez un peu comment est-ce que les églises de réveil prolifèrent en Afrique. Ça a un succès incroyable. Mais ces églises-là, c'est parce que l'État n'arrive pas à formuler des bonnes solutions pour que les gens puissent vivre assez correctement. C'est pas que les moyens leur manquent. Les églises de réveil, c'est des églises catholiques, musulmanes? Même beaucoup plus à tendance protestante, évangélique, un peu comme les grandes foires aux États-Unis, où évidemment on pense que en allant écouter la parole de Dieu d'une certaine manière, mais il y a ça, mais il y a des gens qui exagèrent. Il y a des petits escrocs qui se sentent incrustés. Ce n'est pas que la religion, la spiritualité a une place essentielle dans notre vie. Évidemment, on peut s'élever à travers cela. Mais la multiplication des escrocs dans ce domaine-là fait que les gens, à défaut d'avoir par l'État, vont se réfugier dans ces milieux-là. Donc le rapport avec la pauvreté est bien là. Et je voulais aussi signifier une chose. C'est un rapport au pouvoir, Caroline. C'est un rapport au pouvoir, ces religions-là. Boko Haram a un rapport au pouvoir, à l'État en tant que tel. À défaut d'avoir le pouvoir par des moyens conventionnels, ça peut être parce qu'il y a une dictature qui est installée, ils peuvent pas le faire, ou bien parce que par la voie démocratique aussi, ils peuvent pas arriver. Ils ont besoin de s'approprier un espace de pouvoir
Et pour s'approprier un espace de pouvoir, il faut commencer par s'approprier un espace géographique, s'approprier une terre. C'est cela. Et quand on s'approprie une terre, voilà, l'État islamiste, c'est toute la théorie, toute l'approche, c'est cela. Ouais. Ils veulent circonscrire un territoire géographique où ils vont instaurer leur loi, la charia en tant que telle. Mais, d'accord, la charia, mais c'est d'abord avoir le pouvoir parlacer à un État dont ils ont la légitimité là-dessus. Et quand on a cette légitimité, vous savez, ils prennent souvent des espaces là où on exploite le pétrole. Mais quand ils mettent la main là-dessus, le pétrole devient à eux. Et donc, ils rentrent dans les enjeux financiers. Oui, là, on est bien loin de la religion et du Coran et tout ça, là. On n'est pas loin du Coran ou de la religion, Caroline, puisque le fondement idéologique, le paravent, c'est la religion. Ouais. Moi, je vais simplement démontrer que il n'y a pas que ce paravent-là, mais au fond, les motivations vont au-delà de la religion. C'est dans ce sens que tu as raison, peut-être on est loin de la religion. Mais les motivations, mais c'est articulé. Ils mettent le paravent religieux, et puis au fond, c'est pour assouvir, n'est-ce pas, des besoins tout à fait autres. Et je suis tombé sur un texte de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, et qui a beaucoup réfléchi sur une réflexion de terrain d'abord, qui a réfléchi sur le Boko Haram et le terrorisme islamique au Nigeria. Il pose la question, il a trois questions. Est-ce que c'est une insurrection religieuse en tant que telle? Est-ce que c'est plutôt une sorte de révolte sociale? Ou bien c'est une radicalisation, n'est-ce pas, des formes de protestation musulmane dans le nord du Nigeria? Voilà les questions qu'il pose. Mais à la fin, il valorise plutôt la dimension politique de la chose. La dimension politique, c'est un peu ce que nous venons de dire là. Que c'est politique. Que ces gens-là, ils croient pas au clash des civilisations. Ils croient plutôt à l'entrechoquement, comment je peux dire ça, à l'articulation des enjeux politiques entre les différents groupes. Voilà. Donc, lui, il maintient cela. Il dit aussi que, Boko Haram a encore la capacité de frappe. Elle bouleverse l'échiquier politique nigérian. Et il montre aussi que en 2000, c'est quelle année déjà, je vais retrouver un peu cette date-là dans la naissance de Boko Haram. Non, la naissance de Boko Haram, c'est les années 2000. Mais ce qu'il veut montrer par là, c'est de voir comment est-ce que le gouvernement nigérian a fêté le 51e anniversaire de l'indépendance à huis clos en disant que non, mais on va pas faire des grosses fêtes parce que ça coûte trop cher. Mais c'était pas un problème de cherté, c'était la menace Boko Haram qui, en utilisant la terreur, le terrorisme, arrive à massacrer des milliers et des milliers de personnes. Or, une fête, c'est l'attroupement, c'est beaucoup de gens. Eh ben, c'est là où ils profitent. Parce que ce qu'ils font en massacrant les populations, c'est pour atteindre indirectement les hommes politiques qui ne peuvent pas atteindre puisqu'ils sont très gardés. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas l'impression vraiment que Goodluck et son gouvernement font grand-chose. Mais non, on dirait qu'ils assistent impuissants. Mais ils assistent impuissants parce qu'ils sont conscients de la réalité profonde de leur pays. Ils savent très bien aussi que, un peu comme le rôle que joue l'Égypte dans les pays arabes avec les États-Unis. L'Égypte a toujours été, les États-Unis ont toujours trouvé en l'Égypte un allié de poids au Moyen-Orient. Voyez, donc aussi dans le Nigeria, Jonathan Goodluck, il a de bons rapports avec les États-Unis et à l'intérieur du pays, ça grouille. Donc ils sont bien conscients. Ils ont peur aussi de la force de frappe de ce Boko Haram. Et n'oublions pas aussi que la guerre en Libye aussi, c'est tout ça, c'est interlié. La guerre en Libye a montré quand même la conflictualité entre l'Occident et puis les pays arabes. Ce sont les avions occidentaux, Sarkozy et puis les autres qui sont venus bombarder et ce pays. Et Kadhafi avait une armée qui était très forte, qui faisait peur en Afrique. Mais d'après toi, Caroline, ces armes-là sont passées où?
Mais ces armes-là ont été distillées là où dans la zone Ils sont pas du Boko disparus, Haram, là, n'ont pas hein, disparu. on les a pas fait On les brûler. utilise. Ben Ils oui. sont même ravitaillés régulièrement. Donc c'est de montrer un peu la complexité de la situation. J'ai souvent dit à mes étudiants, je leur dis, écoutez, alors faites attention à ce que nous voyons avec nos yeux. Ce que nous voyons avec nos yeux, ce qu'on appelle l'illusion de la transparence. Parce que quand on voit le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, nos yeux voient le soleil se déplacer. Mais la vérité est très loin de cela. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que c'est nous qui tournons autour du soleil. Donc, faisons attention à ce que nous voyons avec nos yeux. Il faut rentrer dans les profondeurs de la chose pour bien voir un peu comment est-ce que les relations Vas-y, Caroline. Non, mais j'allais dire que ça nous servira de conclusion. Ça nous servira de conclusion. C'est très voilà. philosophique. Et puis, mais quand même, on va continuer notre chronique autour de Boko Haram parce que c'est fascinant. C'est fascinant. Et la prochaine fois, on va voir un peu les pays africains, comment est-ce qu'ils réagissent face à Boko Haram, puisque il y a la guerre là-bas, la guerre est menée par certains pays africains, le Tchad, le Cameroun, pour venir à la rescousse du Nigeria, comme tu viens de le mentionner, que le président ne fait rien. Donc, il y a des puissances africaines qui viennent pour donner un coup de main. Bon, on verra. C'est une situation très complexe, très chaude. Georges Goma, merci beaucoup.